Mais ce qui rend cette partie du film si puissante, c'est que le réalisateur ne montre presque rien. Pas de jumpscare, pas de monstre visible. Juste une tension constante, un malaise grandissant. L'horreur ici, c'est l'invisible. C'est l'attente. C'est le doute. Et c'est exactement ce qu'Alexandre Aja maîtrise. Cette capacité à transformer un espace banal, une maison, une forêt, une corde, en prison psychologique. Vers la fin de cette séquence, Moma s'effondre au sol, priant à genoux, pendant qu'à l'extérieur, la corde se met à bouger violemment. On ne voit pas ce qui tire dessus, mais on entend un souffle profond, humain, ou peut-être pas. La caméra s'approche du visage de Moma, trempé de larmes, pendant qu'elle murmure « Seigneur, protégez mes fils ». Et à cet instant précis, on comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Le mal est là. Il a senti leur peur. Et désormais, il ne les lâchera plus. Un matin, quelque chose change. Le ciel est bas, la forêt est muette, et la maison semble retenir son souffle. Moma prépare le petit déjeuner en silence. Nolan cherche Samuel du regard, par réflexe, comme chaque jour. Nolan appelle. Une fois, 2 fois, pas de réponse. La porte d'entrée pourtant est entr'ouverte. La corde, elle, est au sol, déroulée. Moma se fige, le regard durci, le souffle saccadé. Elle attrape la corde d'un geste mécanique, la noue autour de sa taille et ordonne « Reste derrière moi, tu ne lâches pas, tu ne parles pas ». Ils sortent. La clairière semble différente, comme distordue par une chaleur invisible. La corde glisse entre les doigts de Moma, fil tendu entre la cabane et les arbres. Au sol, de petites marques de pas très profondes, celles d'un enfant. Elle s'arrête, au bord de l'ombre. Moma s'agenouille, touche la terre, ferme les yeux, murmure une prière. Nolan, lui, fixe la lisière. Il croit voir un mouvement, à peine un frisson de feuilles. « Samuel !» Sa voix se perd, avalée par le silence des sous-bois. Rien ne répond. La recherche commence, centimètre par centimètre. La corde tirée au maximum, sans jamais franchir la limite. Moma appelle Samuel d'une voix douce, presque chantée, comme pour ne pas éveiller la chose qui rôde. Nolan, crispé, garde la main sur la corde. Il compte ses respirations pour ne pas hurler. Soudain, un bruit, léger, comme un bout de tissu froissé. Nolan pointe du doigt. Là, entre 2 troncs, un éclat de couleur. La manche du pull de Samuel, accrochée à une ronce. Moma la récupère sans un mot. Ses mains tremblent, mais sa voix reste froide. Il est proche. La caméra suit la corde qui s'allonge encore, jusqu'au dernier nœud de sécurité. Au-delà, plus rien. Le vide, la forêt, l'inconnu. Moma s'arrête net. Elle sent la tension contre sa taille. Un pas de plus, et la corde cède. Elle ferme les yeux. Nolan comprend. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils rentrent. Mais la maison n'est plus un refuge. Les murs semblent trop proches, l'air trop lourd. La nuit tombe. Moma interdit d'allumer des lampes près des fenêtres. On ne doit pas la tirer. Nolan explose. Qui ? Qu'est-ce que c'est, exactement ? La réponse ne vient pas. Ou plutôt, pas celle qui l'attend. Quelque chose qui nous enlève ce qu'on aime quand on le regarde trop longtemps. Une formule simple, presque d'enfant, mais elle glace le sang. Le sommeil devient impossible. Nolan écoute. Il tend l'oreille pour percevoir un pas, une voix, un signe. Et puis, tard dans la nuit, un chuchotement, tout près du mur. Comme si quelqu'un parlait de l'autre côté. Non, non, maman. La voix de Samuel, faible, éraillée. Nolan se précipite. Moma lui écrase la main, l'arrête net. Tu ne sors pas. C'est Samuel. Tu, number, sors, pas. Le chuchotement s'éloigne, glisse vers la lisière. La corde près de la porte vibre à peine, comme si on la caressait du bout des doigts. Nolan craque. Si on ne va pas le chercher, il va mourir.
Le regard de Moma vacille, 1 seconde, puis redevient pierre. Si tu franchis la corde, nous mourrons. À partir de là, tout s'effrite. La maison devient le théâtre d'un duel silencieux, la foi inébranlable de Moma contre la panique lucide de Nolan. Elle redouble les prières, renforce les verrous, efface leurs traces dans la clairière. Nolan, lui, fabrique en cachette un petit harnais avec un crochet pour étendre la portée de la corde. 2 stratégies, 2 philosophies. Survivre à l'intérieur ou risquer l'extérieur. Un matin, Nolan découvre un détail qui le trouble. La porte de la pièce verrouillée est entr'ouverte. Dedans, des dessins d'enfants, Samuel, des maisons, des arbres, et cette chose, toujours la même. Nolan comprend que Samuel avait peur depuis longtemps, et que Moma le savait. La colère éclate. Tu savais que ça le suivait. Moma s'assoit, lasse, la voix cassée. Ce n'est pas ça qui nous suit, c'est la peur. Si tu la regardes, elle prend forme. Si tu l'écoutes, elle t'appelle. Et si tu lui réponds, elle t'emporte. Nolan recule, suffoqué. Il comprend soudain que leurs règles ne sont pas seulement des consignes de survie, ce sont des rituels, des incantations contre l'effondrement, et que sa mère, peut-être, ne lutte pas seulement contre une entité, mais contre quelque chose en elle qui menace de tout dévorer. La nuit suivante, il prend sa décision. Il met son harnais, attache la corde et chuchote « Je reviens avec Samuel ». Il ouvre la porte. Au sol, des marques à peine visibles, comme des pas d'enfant qu'un souffle aurait presque effacé. Il avance. La corde se tend. Puis, d'un coup, elle tire vers l'arrière, comme si quelque chose près de la maison venait de s'y agripper. La porte se referme d'un coup. Le nœud glisse, la corde lui brûle la paume. Et dans l'obscurité, une voix qui n'appartient pas à Samuel murmure « Ne me lâche pas ». Nolan hurle. Moma l'attrape de toutes ses forces, le tire à l'intérieur, claque la porte, bloque le loquet. Il reste là, collé contre le bois, respirant trop vite. De l'autre côté, plus rien. Un silence total. Elle serre son fils contre elle, et pour la première fois, sa voix se brise. On va le ramener, mais pas comme ça. À ce moment du film, la frontière entre le surnaturel et la psychose est plus mince que jamais. Samuel est absent, mais partout. Dans la maison, dans la forêt, dans les voix qu'on croit entendre, dans les gestes qu'on croit voir. Et la question n'est plus de savoir si The Evil existe, mais qui va céder le premier? La foi de la mère ou la raison du fils? Au lendemain de cette nuit d'horreur, tout semble plus lourd. La lumière du jour filtre à peine à travers les rideaux. La cabane est en désordre, la corde enroulée sur le sol comme un serpent endormi. Moma fixe le mur sans parler, la main sur un chapelet usé. Nolan, lui, ne dit rien non plus, mais son regard a changé. Il a vu quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, et sa mère refuse d'en parler. Le film prend ici une tournure plus psychologique. La frontière entre la réalité et la folie devient floue. Moma commence à perdre pied. Elle répète les prières sans fin, parfois en pleurant, parfois en riant nerveusement. Nolan la regarde avec une peur nouvelle, non plus peur de ce qu'il y a dehors, mais de ce qu'elle devient. Un soir, alors qu'elle s'endort sur la table, il fouille discrètement dans une boîte en métal qu'elle garde sous son lit. À l'intérieur, des photos anciennes, des coupures de journaux et une image qui le glace. Une maison, semblable à la leur, réduite en cendres. Sur le dos d'une photo, une inscription griffonnée. Ne recommence jamais. Il comprend que ce n'est pas leur première fuite, qu'ils ont déjà vécu quelque chose de similaire ailleurs, et que cette peur, cette entité, les suit depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, il l'affronte. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre maison? Moma détourne les yeux. Ce n'est pas important. Alors pourquoi tu pries pour quelque chose que tu ne comprends pas? Elle frappe du poing sur la table.
La prière, c'est ce qui nous a sauvés. Tu crois que j'ai peur? Non, j'ai foi. » Son ton monte, hystérique. Puis elle s'effondre, épuisée. À ce moment du film, la tension atteint un nouveau niveau. Le réalisateur montre subtilement que la menace n'est peut-être pas extérieure, que le mal dont parle Moma pourrait venir d'elle-même, de sa culpabilité, de sa peur ou d'un traumatisme enfoui. Les flashbacks se multiplient. Des éclairs de feu, un cri d'enfant, une silhouette dans la fumée. Dans l'un d'eux, on voit Moma serrant Samuel dans ses bras, hurlant alors que des flammes dévorent la maison. Une voix murmure « Tu l'as laissé entrer ». Puis tout devient noir. De retour dans le présent, Nolan essaie de comprendre. Il cherche des indices dans les dessins de Samuel, dans les prières de sa mère, dans les bruits de la forêt. Mais plus il cherche, plus il se perd. Chaque réponse semble ouvrir une porte plus sombre, et derrière chacune, la même voix, celle qu'il avait entendue dans les bois. Une nuit, il rêve encore. Il marche dans la clairière, la corde autour de la taille. Au bout, la silhouette de Samuel, immobile, qui lui tend la main. Mais quand il s'approche, le visage de son frère se déforme. Ses yeux deviennent noirs, sa peau se craquelle. Et cette phrase revient, encore et encore. « Ne me lâche pas ». Il se réveille en hurlant. Moma accourt, mais son visage est pâle, ses yeux vides. Elle lui chuchote « Il t'appelle, toi aussi, maintenant ». Nolan comprend alors qu'elle l'entend, elle aussi. La voix, la promesse. La paranoïa s'installe complètement. Elle cloue les fenêtres, bloque la cheminée, renforce la corde comme une barrière sacrée. Mais plus elle tente de les protéger, plus la maison devient un piège. Les murs grincent, la corde tremble sans qu'on la touche. Des murmures résonnent, toujours les mêmes mots. Tu ne peux pas fuir ce que tu portes en toi. Dans une séquence marquante, Moma s'enferme dans la pièce verrouillée et commence à se frapper la poitrine en récitant des prières. La caméra tourne lentement autour d'elle, la lumière des bougies vacille. Son visage est à la fois en paix et terrifié, comme si elle se battait contre quelque chose qu'elle sentait grandir en elle. Nolan la regarde à travers la serrure, et pendant un court instant, son reflet dans le miroir derrière elle n'est pas le sien, c'est celui de Samuel, pâle, silencieux, les yeux fixés sur lui. À cet instant, il comprend que le mal ne veut pas simplement les tuer, il veut les diviser, les pousser à se détruire eux-mêmes. Et la vraie question devient alors, combien de temps une famille peut-elle survivre à la peur avant de devenir son propre monstre ?